Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. En ce vendredi encore sur les antennes et sur la crèche de Coloma, bien entendu. Vous êtes donc bien accompagnés ce matin. Nous vous informons que vous êtes très nombreux à nous suivre sur notre page Facebook RTG1 Coloma. Vous regardez RTG1 Coloma et vous vous connectez pour partager, pour être connecté à cette émission. Gouverner autrement, ce n'est pas un slogan, mais une obligation de devoir et des citoyens vis-à-vis de sa communauté pour bien jouir de ses droits individuels. Message, citation de son Excellence, professeur Alpha Condé, pour gouverner autrement pendant cette première république, ce premier mandat de la 4e République. Voilà, je vais y arriver. Premier mandat de la 4e République. Gouverner autrement, ce n'est pas un slogan, mais une obligation de devoir des citoyens vis-à-vis de sa communauté pour bien jouir de ses droits. Aujourd'hui, nous allons parler de corruption. La corruption, qu'est-ce que c'est? Comment intervient la corruption dans le développement d'une nation? Quelles en sont éventuellement les propositions? Et pour en parler sur ce plateau, nous avons docteur Aliou Bari. Il est expert en gouvernance, directeur général de StatView International, représentant du réseau Afro-Baromètre, qui est sur ce plateau pour parler donc de ce thème très très important avec nous. Mais pour en parler, nous sommes en compagnie de Cora Madeng qui va nous accompagner aujourd'hui pendant toute la durée de cette émission. Et Cora Madeng, nous avons Kalissa Mohamed qui sera donc à la Cora et bien entendu Alia Bolon qui a l'instrument Bolon. Nous allons leur demander de nous aérer donc cet espace et nous reviendrons tout à l'heure pour engager le débat.
Merci beaucoup. Merci donc à Cora Madeng sur ce plateau pour nous aérer cette émission ce matin. Le 9 décembre de chaque année est célébré par la communauté internationale sous l'égide de l'ONU et la journée internationale de la lutte contre la corruption. Donc il y a quelques jours seulement, nous venons de célébrer à travers le pays, sur toute l'étendue du territoire du pays, il a été célébré et cette cérémonie était placée sous le haut patronage de son Excellence professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République de Guinée, qui a présidé donc ce moment très très important. Et le thème de cette année était « Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». C'est un thème très évocateur et pour en parler un peu aujourd'hui, excusez-moi, nous avons Dr Aliou Bari. Docteur, vous êtes expert en gouvernance, directeur général de StatView International et représentant du réseau Afrobaromètre. StatView, qu'est-ce que c'est que StatView? StatView International, le nom même est évocateur. Voilà. StatView International, le nom est évocateur. Stat comme statistique, View Interview International. Donc en fait, nous sommes un cabinet qui est spécialisé dans tout ce qui est études, donc les sondages d'opinion, les enquêtes et les études de marché. Et nous intervenons aussi bien en Guinée qu'en Afrique subsaharienne. Nous sommes une organisation de droit guinéen et ça nous fait 25 ans sur le terrain. C'est quand même intéressant, une organisation de droit guinéen qui intervient dans la sous-région. Généralement, c'est d'autres institutions qui interviennent en Guinée, mais aujourd'hui, 25 ans, vous vous êtes battu, ce bébé est né, vous avez entretenu, comme on le dit, vous n'avez pas jeté le bébé et son eau, pas du tout. Mais vous avez dit, on tient fort, et aujourd'hui, vous opérez un peu sur tout le territoire africain. Tout à fait. Tout à fait, nous intervenons. Bon, nous avons naturellement eu l'occasion de travailler depuis longtemps. On travaille sur des questions de corruption, de gouvernance, de démocratie, de santé, disons, de développement tout court en Guinée. Mais il nous a été donné également l'occasion d'intervenir dans d'autres pays. Par exemple, je vais le citer ici. Nous avons eu l'honneur, mais aussi le plaisir d'avoir à conduire une mission à Sao Tomé et Principe, où nous avons été mandatés par la Banque africaine de développement pour aider ce pays-là à réaliser sa première étude sur la corruption et d'établir ou d'élaborer une stratégie de lutte contre la corruption et un plan d'action. Donc j'ai moi-même eu à piloter ça avec les autorités de Sao Tomé. Mais en dehors de cela, nous avons également eu à intervenir très souvent avec les Nations Unies. Vous vous souvenez par exemple qu'il y a eu cette épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et ça particulièrement, ça concernait 3 pays. Et donc, nous avons été mandatés par les Nations Unies de voir qu'est-ce qui rendait nos 3 pays, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, fragiles aux pandémies, aux épidémies d'une manière générale. Et donc, StatView a réussi à conduire cette mission-là dans les 3 pays et nous avons, du point de vue de la santé, réussi à démontrer quelles étaient les faiblesses principales de chacun des 3 pays. Bon, nous sommes partie prenante de tout ce qui est, disons, évaluation ou en tout cas étude sur l'état de la corruption en Afrique. Et personnellement, j'ai eu à travailler avec le professeur Juan Lambsdorff, qui est donc à l'université de Passau et qui classe les pays chaque année à partir de l'indice de perception de la corruption. Et je suis moi-même partie prenante du Global Baromètre Survey, donc qui est réalisé actuellement sur financement avec Transparency International en collaboration avec notre réseau Afrobaromètre. Donc en fait, nous intervenons dans beaucoup de domaines et presque dans beaucoup de pays en Afrique subsaharienne. Les baromètres sont établis. Mais qu'est-ce que c'est que la gouvernance? Parce que quand on parle de gouvernance, il y a beaucoup qui disent gouvernance, qui parlent de la gouvernance, mais est-ce qu'ils maîtrisent réellement le mot gouvernance? Qu'est-ce que c'est que la gouvernance? Bon, la gouvernance, on peut la définir de plusieurs manières, mais de manière très simple pour que quelqu'un comprenne, quand on dit gouvernance, c'est la manière dont le pouvoir s'exerce. Tout simplement. La manière dont le pouvoir s'exerce, c'est ça la gouvernance. Est-ce que le pouvoir est en train de s'exercer comme ça se doit? Est-ce que le pouvoir est en train de s'exercer autrement? Donc c'est ça la gouvernance. Quand on dit bonne gouvernance, c'est que le pouvoir s'exerce comme ça se doit. Et quand on dit mauvaise gouvernance, c'est que le pouvoir s'exerce comme ça ne se doit pas.
Aujourd'hui, la Guinée, dans 2010-2015, la Guinée était élue parmi les pays plus ou moins requis dans les conditions de pouvoir conduire des projets de développement. Pour en parler, hein, mais nous allons essayer, vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que la corruption, parce que beaucoup parlent aussi de corruption, mais sans toutefois comprendre le mot corruption. À quel moment on parle de corruption et qu'est-ce que c'est que la corruption réelle? Bon, la corruption, je peux la définir aussi de plusieurs manières, mais pour rendre la définition soft, comme on le dirait en anglais, donc accessible à tout le monde, la corruption, c'est l'abus d'une position publique ou d'un pouvoir public ou d'une fonction publique, donc à des fins privées, à des fins personnelles. C'est-à-dire que quand vous êtes revêtu d'un pouvoir public, vous avez une mission publique à conduire. Et cette mission publique, vous devez la conduire selon des règles préétablies. Mais si vous conduisez cette mission de manière à satisfaire vos besoins pour vos intérêts personnels, là, on parle de corruption. Donc, en d'autres termes, moi, j'ai une définition que moi-même, j'essaie de développer. Et on parle de corruption généralement lorsqu'on transforme en norme la transgression des règles. Vous savez, généralement, il y a les règles, il y a les lois, il y a les règles, il y a les dispositions et tout. Mais généralement, on dit, bon, vous devez, par exemple, voilà ce que vous devez faire pour animer votre émission. Il y a des règles préétablies. Pour que quelqu'un passe ici, il y a des règles. Mais si vous outrepassez ces règles-là pour des intérêts à vous, personnels, en ce moment, on parle de corruption. Donc, quand la corruption, ce n'est pas seulement l'argent. D'accord? Et c'est pour ça, nous, les experts, quand on mesure la corruption et les pratiques assimilées. D'accord. Donc, il faut voir cela sous un éventail très large. Et peut-être, je vais vous dire que des études qu'on a faites en Afrique subsaharienne montrent quand même que dans la sous-région, ici, puisque nous avons des pratiques qui sont différentes des pays très avancés ou des pays occidentaux, on a pratiquement 7 formes de corruption en Afrique subsaharienne. 7 formes? 7 formes, principalement. Quelles sont les différentes formes? Vous avez ce qu'on appelle la commission. D'accord? Commission, je crois que tout le monde connaît ça. C'est-à-dire que dans la passation des marchés, quand vous devez avoir un contrat, et c'est le fameux 10%. Il y en a qui vont à 30%. On vous passe un contrat, vous devez rendre 10% ou 30% à qui? À des fonctionnaires véreux qui vous ont passé le marché, qui normalement sont là pour vous passer le marché légalement et sans rien prendre sur ce que vous avez. D'accord? Et ce qui se passe avec nos routes, avec beaucoup d'autres infrastructures qu'on a réalisées. Vous avez donc le budget qui est voté, mais vous avez normalement retourné une partie de l'argent entre 10 et 30%, donc, qui constitue les frais de commission. Ça, c'est la commission. Vous avez la deuxième forme, c'est ce qu'on appelle la gratification. La gratification, bon, c'est un pourboire, c'est un pourboire attendu. Moi, j'appelle ça c'est la corruption anticipatoire. C'est-à-dire que quand je sais, par exemple, que, bon, je dois rencontrer un ministre, j'ai besoin d'un ministre, j'ai un dossier sous la table, ben, j'apprends qu'il a un événement, qu'il a un truc, je viens avec de l'argent. Mais je sais intentionnellement, je viens comme si je venais l'aider, par exemple, une affaire sociale, un autre problème, ou je viens lui offrir une voiture, un véhicule. Mais je ne viens pas le lui offrir parce que je veux le lui offrir, je viens lui offrir le véhicule pour le conditionner. D'accord? Donc il y a cette forme-là, et donc de pourboire, où vous me rendez service et vous vous attendez, normalement, c'est un service gratuit. Mais dès lors que vous rendez ce service-là, vous vous attendez à ce qu'il y ait une certaine rémunération de ma part. Vous m'y contraignez, en quelque sorte. Donc c'est une gratification, mais une gratification teintée donc, de corruption. Vous avez cette forme-là. Maintenant, vous avez ce que nous appelons généralement le piston, ou le favoritisme. Donc vous avez dans l'administration, mais même dans le secteur privé, vous avez généralement ce qu'on appelle cette histoire cette capture, mais également de réseautage. Vous ne pouvez pas avoir accès à certaines positions dans l'administration publique si vous n'avez pas de relation à des endroits. C'est-à-dire que normalement, à partir de vos compétences, à partir de votre background, à partir de votre parcours, donc vous devez pouvoir accéder à des positions qui sont dictées par votre parcours professionnel. Mais vous ne pouvez pas arriver à ces niveaux-là si vous ne bénéficiez pas d'une certaine faveur. Donc, si vous n'êtes pas pistonné. Donc, et dès que vous pistonnez, c'est-à-dire que dans le recrutement, dans le placement des fonctionnaires, il y a un certain favoritisme. Dès que ça se produit, c'est la corruption. C'est une forme de corruption.
Donc vous avez aussi ce qu'on appelle généralement la rétribution. Ok. La rétribution, nous les experts on dit ça, la rétribution, c'est-à-dire que, bon, moi je suis par exemple revêtu d'un pouvoir public que je dois rendre sans rien demander, mais vous venez et je dois vous rendre ce service-là, mais je fais en sorte que vous puissiez payer quelque chose. Je donne un exemple, puisque vous avez parlé du président de la République, qui a parlé de la gratuité de la césarienne. D'accord? Bon, c'est une très bonne mesure. Mais certains, ils vous disent, bon, oui, elle est gratuite, la césarienne, elle est gratuite. Mais quand vous venez, on fait en sorte que vous puissiez quand même payer quelque chose. Donc, on vous oblige à payer, mais cet argent ne va nulle part, c'est pour que lui, il se paye cet argent-là. En fait, celui qui donc rend ce service-là se paye. En d'autres termes, il est en train de monnayer sa fonction, son service. Il est en train de monnayer cela, donc il est en train de demander de l'argent à partir de cela. Ça, c'est la rétribution. Et vous avez maintenant ce qu'on appelle le péage ou tribut. Et ça, c'est généralement au niveau de non seulement de l'administration fiscale, mais également au niveau des douanes. Quand, par exemple, un camionneur voyage, il doit, je donne un exemple, exporter des produits agricoles vers le Sénégal, il arrive à la frontière avec la douane, en principe, je dis produits agricoles, mais ça peut être autre chose. Donc, normalement, quand il arrive là, les douaniers ont pour mandat de contrôler, de s'assurer que ce qui sort est légal ou ce qui rentre est légal, c'est ce qui est autorisé. Mais souvent, quand vous venez, on vous demande un péage. C'est-à-dire qu'il y a des normes selon la capacité du camion qui sont établies, vous devez payer cet argent et vous passez. On ne vous contrôle pas. Donc, c'est vraiment une forme de... C'est ça ce qu'on appelle le tribut, c'est-à-dire qu'il y a le péage qui est établi. Vous avez ça également avec la police ici, quand vous sortez. Les conducteurs de Magbana et d'autres, quand ils passent, il y a des montants qu'ils déposent. Tout le monde les voit. Ils déposent ces montants-là, mais est-ce qu'ils doivent déposer ces montants? Qui reçoit ces montants? Pourquoi? Voilà. Et tout le monde voit ça, et c'est pour ça que la police est considérée comme étant, disons, l'une des organisations la plus corrompue, parce que c'est visible. Mais sinon, il n'y a pas que la police, il y a d'autres instances également. Donc c'est ça, ce qu'on appelle tribut ou péage. Et vous avez, après cela, vous avez ce qu'on appelle perruque. On appelle ça perruque, comme la perruque des femmes. Ça s'appelle perruque, tout simplement. Et donc, cette histoire de perruque-là, si vous voulez, c'est en paravent. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire, et ça arrive souvent, il y a les véhicules administratifs, par exemple. Il y a donc des équipements administratifs mis à la disposition du fonctionnaire. Pourquoi? Pour qu'il conduise sa mission régalienne, la mission qui lui a été confiée dans le cadre du service public. Mais ce véhicule peut servir à autre chose, à transporter, à faire des voyages, etc. Donc, en fait, c'est l'utilisation des moyens de l'État à des fins personnelles. Vous voyez? Donc, c'est l'abus. Si vous venez à la définition, tout ça, c'est l'abus d'un pouvoir public ou d'une position publique à des fins personnelles ou à des fins privées. Dès lors qu'on met ce plateau à votre disposition pour animer et pour recevoir des cadres et pour informer les Guinéens, mais vous transformez ça en une entreprise pour vous, donc vous êtes en train, en d'autres termes, d'utiliser donc ce plateau-là à vos fins personnelles. Et ça s'appelle perruque. Maintenant, vous avez la forme la plus grave qui est la 7e, c'est le détournement. Le détournement des deniers publics, le détournement des fonds publics. Je me souviens de la première enquête que nous avions menée ici en 2003 avec le feu général Lansana Conté, où on avait montré que pratiquement la moitié du budget était détourné. Voilà. Donc vous avez des fonctionnaires véreux qui sont à des positions, naturellement, et qui puisent dans les caisses de l'État, et en toute impunité. Donc voilà les 7 formes de corruption. Et donc quand on parle de corruption, il faut voir tous ces aspects-là. Et généralement, quand on regarde ces aspects d'une façon assez large, chacun de nous s'y retrouve. Et quand on fait le classement des pays, on fait le classement en fonction de tout ça. Donc ce n'est pas seulement dire, bon, il a détourné, donc on compte le nombre de détournements. Non. On voit les pratiques sur la route. On voit ce qui se passe dans les structures de santé. On voit ce qui se passe dans les écoles. Quand vous devez inscrire votre enfant à l'école, l'école, on dit qu'elle est gratuite. Mais vous devez inscrire votre enfant à l'école, ben, vous payez tout, ou en tout cas vous ne payez rien, on vous dit table banc. Ben, table banc, pourquoi? Oui, parce que généralement, les enfants transportent des tables bancs, voilà, chacun se confectionne des chacun tables bancs. confectionne des tables bancs et l'amène, alors qu'il y a déjà des tables bancs, où on me dit il faut déposer, il n'y a pas de table banc. Donc vous avez toutes ces formes-là, à tous les niveaux dans les structures de santé. Je vous ai donné déjà des exemples. Vous venez, il y a normalement ce que vous devez payer à l'accueil,
qui en principe doit prendre en charge tout ce que vous devez payer en tant que prestation pour les agents de santé. Et peut-être si vous devez acheter ce sont les médicaments, mais vous payez à l'accueil. Si vous rentrez, vous ne dites rien au médecin, vous ne lui tendez rien, il risque de ne pas bien vous consulter. Donc c'est tout ça. Donc c'est vraiment le sujet est vaste, on peut en parler. Et malheureusement, la Guinée, à des moments donnés, la corruption avait pris des proportions, de manière qu'on avait trouvé des Guinéens qui avaient une dizaine de villas, une vingtaine de villas. Quelle est la position de la Guinée aujourd'hui? Bon, la Guinée... Vous qui êtes membre du réseau Afrobaromètre. Bon, la Guinée occupe la 130e place sur 180. Bon, mais ça c'est au plan mondial, ce qui veut dire quand même que nous sommes en bas. Et la Guinée est dans le top 3 des pays les plus corrompus de l'Afrique, en fait, de la CEDEAO. Bon, et donc en Afrique subsaharienne, nous sommes parmi les 13 les plus corrompus. Mais ce qu'il faut surtout indiquer, c'est qu'il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts pratiquement de 2011 à 2015 avec l'avènement du président Alpha Condé au pouvoir. Il avait mis des mesures. Il avait dit que la lutte contre la corruption était son cheval de bataille. Et tout le monde a apprécié ça. Tous les experts, y compris nous-mêmes, dans le classement de la Guinée a eu des classements incroyables à l'époque. Donc en 2011, vous vous souvenez, il y a eu le comité d'audit qui avait été mis en place là, à l'époque. Et donc il y avait certaines dispositions qui avaient été prises jusqu'en 2015. Il y avait vraiment la lutte contre la corruption qui était là. Et maintenant, à partir de 2015, c'est-à-dire après le premier mandat, à partir du deuxième mandat, il y a eu, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de relâchement. Ce qui fait que la Guinée a perdu des points. Et aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'avant-dernier classement, la Guinée a perdu 2 points. C'est-à-dire entre 2018 et 2019, parce que c'est chaque année, entre 2018 et 2019, la Guinée a perdu 2 points. Donc nous sommes en train de perdre des points. Et si vous vous souvenez, en 2017, je crois 2017-2018, il y a eu quand même des mesures qui avaient été prises avec l'OGP notamment. Voilà, il y avait l'OGP, il y avait l'Office guinéen des chargeurs, qui était quand même un signalement fort en matière de lutte contre la corruption. Mais ces derniers temps, on a l'impression qu'il y a eu relâchement. Le relâchement doit être dû à quoi pour vous? Bon, le relâchement, je crois comprendre peut-être que ça c'est un œil d'observateur. Je ne pense pas que tous ceux qui sont autour de lui soient en train de l'aider à lutter contre la corruption, effectivement. Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est mon analyse d'expert. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'organisations qui luttent contre la corruption et qui se marchent dessus. Et malheureusement, ces institutions se marchent dessus et les institutions-là n'ont pas les moyens de leur politique. Aujourd'hui, vous pouvez citer, je ne sais pas, il y a près d'une dizaine d'organes, ou en tout cas... Une dizaine? Une dizaine, parce que vous avez l'Agence nationale de lutte contre la corruption, d'accord, qui est une agence rattachée à la présidence, et vous avez l'Inspection générale d'État, d'accord, et vous avez l'administration, le contrôle des grands projets, qui aussi fait ce genre de travail. Vous avez l'autorité de régulation des marchés publics, parce que nos grands problèmes ici, c'est dans la passation des marchés publics qu'on a beaucoup de problèmes. Quand vous voyez les infrastructures qui sont réalisées par rapport à ce qui a été dépensé, prenez la fête tournante, qui est une bonne initiative du président, au niveau des régions. Mais vous voyez les réalisations par endroit, vous vous demandez quelle est la somme qui est entrée effectivement. Donc vous avez l'ARMP qui joue ce rôle-là aussi. Vous avez l'agence judiciaire de l'État. Et vous avez les tribunaux, les cours des tribunaux, normalement, et vous avez la Cour des comptes. Donc ça fait toute une panoplie d'organes, et parfois on a l'impression que les organes, les organisations, ou en tout cas ces services-là... Ne travaillent pas en synergie pour pouvoir... Non, ils ne peuvent pas travailler en synergie, c'est difficile, parce que parfois ces organisations se prennent pour organisations concurrentes. Et donc, ça pose problème. Mais ce qu'on aurait dû faire, c'était d'essayer d'avoir un organe très fort, un organe central très fort, qui soit totalement indépendant et qui puisse lutter contre la corruption. Peut-être là, je suis en train d'aller vers les recommandations, mais je pense que ça, c'est quelque chose déjà qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'il faut quand même un organe fédérateur qui puisse réunir les efforts de tous ces intervenants-là et qui soient franchement spécialisés en matière de lutte contre la corruption. C'est ce qui fait que les pays anglophones nous dépassent. Et je pense également qu'on doit pouvoir donner à cet organe-là les moyens de sa politique,
donc des ressources nécessaires. Quand je dis ressources, ce ne sont pas seulement les ressources financières, mais également des ressources humaines. Il faut des ressources humaines. Et l'autre pan, l'autre difficulté qu'on a dans la lutte contre la corruption, vous avez aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Donc ces gens qui dénoncent. Ça peut être des journalistes comme vous, ça peut être des gens de la société civile, des activistes qui dénoncent. On a vu récemment des jeunes d'un parti qui sont sortis pour déclarer des choses. Donc vous avez ces lanceurs d'alerte-là. Mais quand il y a les lanceurs d'alerte, il faut qu'il y ait des juges et des magistrats formés. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de magistrats, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais on n'a pas beaucoup de magistrats bien formés en matière de lutte contre la corruption. Okay. Donc, il faut d'abord former ces gens-là pour qu'ils puissent mener des investigations. Quand on dit de mener une investigation sur la corruption, c'est différent des autres types d'investigations. Donc, il faut que les gens soient formés à faire ce travail-là. Et la police a un rôle à jouer. La police a un rôle à jouer, mais il faut que la police aussi soit formée, la gendarmerie qu'elle soit formée. Donc, en fait, toutes ces parties prenantes-là, normalement, devraient être formées de manière à pouvoir mener des investigations et arriver à des conclusions qui soient des conclusions plausibles et qui peuvent être donc acceptées de tous. Acceptées de tous. Nous allons donc continuer un très bon débat ce matin sur la corruption, la lutte contre la corruption due à la journée internationale de lutte contre la corruption qui a été présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui dit gouverner autrement. Il place ce mandat sous le sceau de gouverner autrement. Tout à fait. Et je crois que ce sera une très très bonne chose. Pour l'heure, nous allons repartir avec nos amis, le temps d'aérer ce débat, et nous allons recevoir Toumani qui va se joindre à nous. Ok. On fait signe que avant donc la diffusion de l'élément, avant donc nos amis, nous allons partir à la régie rapidement pour un élément que nous avons beaucoup aimé. Nous parlons de paix, nous parlons de la préservation du tissu social. Nous sommes avec l'ambassadeur de la paix, El Hadj Guéry Badial. وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان او تحريف كلمه الموضوعيه او تغيير حرف او تقديم او تاخير او زياده او نقصان او تعويل على غير ما انزلته او ريب او شك او تعذيب عند تلاوته او كسل او سرعه او زيغ اللسان وقال ما كان يوتا جورناليست يفهمه والله مغفاني وفنا نفقرا ومن كوبي غفقرا ومن ومن كوبي كويتون ومن كوبي غا فين دفين واتو غو كنا لا يربا يا بيتا قالوا يليدا وسو منين قالوا كنه وسو منين محمد وفن ولا لا خبر يوبه ومن برا لما كان ما بوخي به تنايو نفهم بيكو نخاني مسلم يا كون كسا مسلم يا ما يكسطو ala kana tala ma kuya wonna heri yobe na kan kelima be margi wongeri sota kui yiboxi findi pe boxira afindi xanenti ya boxinda afni boxira na khani ya muslimi xibel xase bo margi ala kana babe atay ko fanye sabra ba yifre fe kui adangi xidan ndaxe bili asika sere xeba na amuslimi ya degi amizikina ya khu nakili abarna bibi na alhamdulillah na to yi sina xey fan taw may ay fiir ban xrabi na rabu kona fife muslimi mane alko fo muslimi yana ko garakeli alay yirba ya bi alha mali alha hiyabu alha sutura o nyakalen khara muslimi yana nyakalen khara lek be dibir kabbe ligue provincial nyakalen khara ligue communal nyakalen khara allo ligue national to nyakalen khara allo man nakala gine population bi to nyakalen khara aka wala fanyira dama fa khayatu ma fi ku etu wala fanyina ku man wala fanyi marigi alamo bi nakti man rabara tantina ala ka sembe fama والبشارة والأمان ولا تختم لنا بشر وسخاوة وضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا النوم لغفلة والكسلان وعملنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان ووجد وجوهنا يوم الباس واتق رقابنا
من النيران واتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وصغر ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط. ikana son tegen soya hadu ni halamadi ina hati tegen siya ka so ni gi tayi gimna na bali dake ko inshallah ana ku inshallah ko na ta yango ya atan siga duniya da wode gouvernement be halon gouvernement bira ko wala jerba ya bu bonda bonda ala jerba ko itam bonda bonnara to ala mo yir wala ala ka be yiri wa ala mo dagine la kisila ala ka dagine ala mo dagine amin ala mo dagine ndi ala mo ni hamben kan kili ko mbata se wala ko bara se wa ka se wa bara se wa mitrala awu makula man hanna ni ta hata dinya awu sa dinya mbena ala le contrôle fama ne khaybuti na misiro to fama yami ku afa khaybuti na jumo sali awu fama yume واسكننا في وسط الجنان وارزقنا. Voilà, merci. Retour donc sur ce plateau, je vous le signalais, il nous a rejoint Ousmane Toumani Camara. Il est sur ce plateau pour parler de ce sujet très important, mais comme on le disait tout à l'heure, merci de nous avoir rejoints. On sait que, comme Enlo le disait tout à l'heure, tu viens d'un autre parcours. En tant que reporter, on était sur le terrain. Voilà. Il était sur le terrain, il vient de se joindre à nous. Nous partons avec Kora Madeng et nous allons revenir tout de suite avec vous. Merci. Après, tu peux poser ta première question. Ok. Voilà, merci. Nous revenons donc sur ce plateau. Merci à la Kora Madeng de nous accompagner sur ce plateau ce matin. Et nous sommes toujours en compagnie de Dr Aliou Bari. Il est directeur général des Stade View International, expert en gouvernance, représentant du réseau Afro-Baromètre sur ce plateau. Toumani, tu nous viens de te joindre à nous maintenant sur ce plateau. Nous parlons de corruption. Le 9 décembre de chaque année, c'est une journée qui est marquée par la célébration de la lutte contre la corruption au niveau international. Cette année a été encore une journée très très importante qui était présidée d'ailleurs par son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République. Voilà. Bien, merci pasteur, merci à M. Bari d'être sur ce plateau. Je pense qu'il serait mieux d'abord de faire un petit détour sur l'élément qu'on vient de voir, qui est lié aussi à la paix, puisqu'on parle de corruption, une préoccupation nationale, mais la paix aujourd'hui est fondamentale en Guinée. Il serait intéressant de saluer l'âge Guériba Diaby, puisque le problème qu'on a aujourd'hui, c'est cette licence sociale que doivent disposer les leaders guinéens, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux, que sais-je encore. Est-ce que tous ces leaders aujourd'hui, qu'ils soient de la religion ou du domaine politique, peuvent être écoutés par tout le monde? Je dis non, mais aujourd'hui, cette chance est donnée à El Hadj Guériba Diaby qui peut taper à toutes les portes. Je pense que c'est un avantage fondamental pour lui de garder ce élan de neutralité et d'impartialité pour permettre de dire la vérité à tout le monde. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Quand vous prenez les coordinations régionales, vous prenez certains chefs religieux, directement, vous sentez ou vous voyez directement leur manteau politique. C'est ce qui est difficile. Quand il y a crise dans le pays, il ne peut pas aller
dans tous les milieux, les partis opposés, ils gardent un côté, alors que pour la médiation, il faut les deux. Aujourd'hui, Ella Guériba a la chance d'avoir les manteaux de tout le monde, puisqu'il a pris du recul pour pouvoir observer et dire la vérité à celui qui serait en contradiction avec les réalités naturelles. Donc ça, c'est un grand avantage et aujourd'hui, on a besoin de ces gens pareils pour pouvoir vraiment résoudre certains problèmes de la nation. Mais aussi ces griots qui sont là. Il y a des contrats sociaux qui lient les communautés en Guinée, des contrats sociaux inviolables qui ont régi la vie de nos sociétés depuis nos ancêtres, mais qui aujourd'hui sont mis à l'écart. On doit rappeler cela à la population, surtout à la nouvelle génération. La génération Facebook. La génération Facebook, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui existe entre le Fouta et le Manding? Puisque aujourd'hui, le gros du problème, ce sont les deux communautés. Mais il y a un contrat social qui lie le Fouta au Manding. Il est temps que les anciens révèlent ça à la nouvelle génération pour permettre à tout le monde de marquer les pas laissés sur les traces des anciens. Il y a cet aspect-là. Mais le problème d'éducation civique aussi, au niveau des partis politiques. Allez au siège des partis politiques. Quel est ce parti aujourd'hui qui a au moins 15 minutes lors de leur assemblée hebdomadaire consacrée à l'éducation civique? Ça ne se fait pas. Je serais très heureux qu'un parti politique, au cours de son meeting, dise à la population ce que nous faisons, nous leaders, nous politiques, nous le faisons pour un combat politique. Mais ton voisin, qui n'appartient pas à la même corporation politique, n'est pas ton ennemi. Que l'édifice public qui a été réalisé pour le bien de tout le monde n'est pas à détruire. Mais quel est ce parti aujourd'hui? Faites le tour de ces formations politiques les samedis. Demain, c'est samedi. Faites le tour. Si vous allez entendre ça au niveau des partis politiques, ça ne se fait pas. Mais aujourd'hui, il faut saluer Ella Guériba Diaby. Mais je suis aussi resté durant toute cette crise-là sur ma faim parce qu'il y a une structure qui s'occupe des cas de crise. Il y a le médiateur de la République. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être ça sera... Il a joué son rôle. D'accord. Nous étions ensemble sur le terrain. Il a joué son rôle. Il était à pratiquement toutes les manifestations. Il rencontrait les associations. Il rencontrait les différents leaders politiques. Il a joué son rôle. Bien. Donc nous revenons sur cet aspect corruption avec M. Barry. Vous avez fait une annonce très importante tout de suite, puisque avec ce premier mandat de la 4e République, l'annonce faite par le chef de l'État est très salutaire. M. Barry a eu à dire, lorsque des structures ont été mises en place à un moment donné de l'évolution, c'était cette période, la Guinée a eu des points dans le classement de Transparency International. Tout à fait. Parce que les efforts, c'est-à-dire que la volonté politique était manifeste, des actions concrètes ont été menées, et finalement, il y a eu du recul dans ces actions de corruption. Mais il y a eu un relâchement. Et avec l'annonce faite par le président de la République, l'espoir renaît. Mais la question fondamentale aujourd'hui, comment le président Alpha Condé peut gouverner autrement, dans la mesure où ce sont ces mêmes cadres qui évoluent dans les départements ministériels et l'habitude à la peau dure. Comment inverser cette tendance pour lui permettre vraiment de débarrasser la Guinée de cette corruption qui est une menace sérieuse pour le citoyen lambda? Puisque... Il a dit la dernière fois, nous étions, quand il est venu déjeuner avec moi, il dit, plus jamais quelqu'un va lui envoyer des testos. Il dit, ceux qui lui envoient des testos, ce n'est pas la peine. Ouais. il dit, arrêtez de lui envoyer des testos, que ce n'est pas la peine, ce n'est plus la peine de lui envoyer des testos, parce que le premier mandat de la 4e République, c'est gouverner autrement. Et je suis persuadé que ça va être. Parce que c'est nous, en tant que conseillers, moi, en ma qualité de conseiller principal, c'est ce que je lui conseille souvent. Voilà. Mais c'est le personnel spécial. Voilà. Donc, la corruption, aujourd'hui, nous parlons de la corruption. Monsieur Barry, Dr Barry a une expertise. Parce que
on va lui poser la question pour savoir l'expertise au niveau de Sao Tomé, la mission qui l'a conduit à Sao Tomé par la mise en place, par exemple, des structures, des instruments de lutte contre la corruption. Est-ce que ces instruments peuvent être réédités au niveau de la Guinée pour pouvoir permettre à la Guinée d'accompagner les efforts de son Excellence, le président de la République? Parce que quand on parle de corruption, tout le monde dit l'État. Quand on parle de corruption, tout le monde dit le président de la République. Mais vous venez de démontrer tout à l'heure que nulle part on a cité le président de la République, nous on a cité plutôt les instruments. Merci bien. Je voudrais d'abord rebondir sur donc, ce que Toumani disait tout à l'heure, en précisant que je suis aussi président du conseil d'administration de WANEP. WANEP, c'est le réseau ouest africain d'édification de la paix. Nous œuvrons beaucoup dans le cadre de la paix. Et je pense que ces efforts sont à saluer. Je voudrais prendre quelques secondes. Oui, allez-y. C'est des efforts qu'il faut saluer, puisqu'on parle de lutte contre la corruption, on parle de développement, on parle d'économie et tout ça. Il faut qu'il y ait la paix. Mais je voudrais simplement revenir à une question que tu as soulevée. Je pense qu'il y a une dépêche que j'ai publiée il n'y a pas longtemps dans le cadre du réseau Afrobaromètre qui dit, que moi-même j'ai intitulé « La démocratie guinéenne est-elle piégée ?» Est-elle piégée? En fait, que j'ai voulu dire? J'ai voulu simplement dire qu'il y a un décalage important entre ce qui se pratique au niveau des partis politiques au sommet et la lecture que les citoyens, à la base, ont de la politique. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire simplement, c'est pour vous rejoindre, que les partis politiques ne prennent pas tout le temps pour éduquer leurs militants, donc pour éduquer les citoyens. Ce qui se passe, tous les grands partis politiques aujourd'hui, vous parlez de Peul Malinké, non. Tous les grands partis politiques ont les représentants de toutes ces communautés en leur sein. D'accord? Si vous prenez le RPG, il y a plein de Peul de là. Bon, ils ont à des positions stratégiques, parce qu'il faut peut-être appeler le chat-chat. Vous prenez le FDG, la deuxième personnalité, Malinké. Il y a des personnalités Malinké autour de ces loups. Mais ceux qui sont à la base n'ont pas la lecture qu'il ne s'agit pas d'un affrontement entre deux communautés. Qu'il s'agit de voir les programmes des leaders et de s'aligner derrière un leader. Malheureusement, je crois qu'il y a l'analphabétisme qui joue. Il y a le rôle que vous devez jouer en tant que média, heureusement que vous en parlez. Il faut que les partis politiques puissent communiquer de manière à ce que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas d'une lutte contre une communauté. Il s'agit je voudrais dire même d'un combat pour arriver au pouvoir, pour accéder au pouvoir. Mais pour accéder au pouvoir, il faut avoir un programme qui puisse séduire les gens. Donc ça, c'est le premier pan sur lequel je voulais un peu m'attarder. Bon, je pense aussi qu'il y a la question qu'il a posée par rapport à Sao Tomé. Il y a des missions comme ça qu'on conduit très souvent. C'est difficile de parler de soi. Voilà, c'est vraiment difficile. Excusez-moi, avec beaucoup de modestie. Ce qu'on peut retenir. Voilà, en fait, j'ai appartenu à un moment donné au Parlement de transition, donc au Conseil national de transition, et j'ai été membre du comité d'audit de l'Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption. D'accord? Donc, c'est vraiment un organe mondial basé au Canada qui lutte contre la corruption. Je pense qu'il y a la volonté politique, elle doit être là, mais notre faiblesse principale, c'est la justice. C'est la justice. Et la corruption, il faut d'abord la connaître pour pouvoir mener des investigations là-dessus et pour pouvoir lutter contre le phénomène. Le problème déjà, c'est que ceux qui parlent de la corruption, comme vous l'avez dit là vous-même, combien de gens savent ce que c'est? Quand vous parlez de gouvernance, tout le monde parle de gouvernance, mais la gouvernance, c'est quoi? Donc, le problème, je crois que c'est à ce niveau. Donc je me dis peut-être qu'il serait important pour le président de la République, puisqu'il a pris cet engagement-là, de commencer par former des cadres. Ou peut-être de repérer des cadres même, qui ont déjà la formation, qui ont le background, qui savent ce que c'est, qui peuvent parler aux institutions, qui peuvent lui dire voilà ce à quoi les institutions s'attendent. Quand vous parlez de lutte de la corruption, parce que vous expliquez un truc, il faut d'abord comprendre ce truc-là. Donc, peut-être approcher ces cadres-là, ensuite essayer de former des juges et des magistrats qui soient vraiment compétents en matière d'investigation et même de poursuite contre la corruption, et mettre un organe fort en place. Un organe fort. Je pense qu'au Sénégal, par exemple, pour citer le Sénégal, il y a un organe de répression contre, ils ont appelé ça contre
l'enrichissement illicite. Oui, vous parlez de la CENTIF, La cellule d'information financière, mais elle existe en Guinée. Voilà, non, pas voilà, il y a la cellule elle-même, mais il y a l'organe même de répression. Okay. Il y a un organe de répression. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, pour lutter contre la corruption, il y a l'information. Donc vous jouez un rôle là-dedans. Et c'est pour ça que je parlais des lanceurs d'alerte. De toute façon, un lanceur d'alerte doit être protégé. Si vous me soupçonnez d'avoir détourné un fonds, ben, vous informez, vous publiez. Si vous publiez, il faut que vous soyez protégé. Il faut qu'un procureur soit assez puissant pour pouvoir se saisir de cette question-là et mener les investigations, mais il doit savoir faire ces investigations et que ces investigations soient des investigations, comme on dit, des mains d'un expert, c'est-à-dire complètement apolitique, et qui puisse mener les investigations et peut-être prouver. Si c'est prouvé, ben alors, on peut poursuivre et aller à des sanctions. Mais le problème chez nous, c'est qu'il y a souvent des actes comme ça qu'on pose. On les pose à un moment donné et on arrête là. J'ai cité le cas de l'OGP, je ne sais pas ce qui s'est passé après, le cas de l'Office guinéen des chargeurs. Il y a d'autres cas qu'on avait voulu au niveau de la passation des marchés. Il y a beaucoup de cas comme ça qu'on commence et qu'on ne termine pas. Donc, la volonté politique, je crois, doit d'abord se traduire par la formation des journalistes qui soient compétents en matière justement d'investigation journalistique, en matière de corruption. Il faut former des policiers qui doivent appartenir, normalement rejoindre le pôle des juges là et des magistrats qui vont mener les investigations contre la corruption, former des gendarmes et avoir un organe fort. Vous prenez des petits pays, je ne vais pas les citer, quand vous prenez leur agence de lutte contre la corruption ou leur institution centrale de lutte contre la corruption, vous avez plus de 200 travailleurs. Et chacun avec son bureau, avec ses moyens. Et chacun est spécialisé dans un domaine. Oui. Parce que la corruption est tellement vaste. Il y a un qui est spécialiste des marchés publics, il y a un autre qui est spécialiste du côté de la santé, il y a un autre qui est spécialiste du côté de l'éducation, etc., etc. Les routes, comme vous êtes au niveau des TP. Donc, chacun en deux est spécialisé et de manière à ce qu'on peut produire des données et normalement, ces informations arrivent à qui de droit, c'est-à-dire au président de la République, et des sanctions doivent être prises tout de suite, puisque les magistrats et les juges qui sont formés sont compétents donc, à juger ces problèmes. Maintenant, pour revenir à votre question de Sao Tomé, c'est la BAD, la Banque africaine de développement, souvent ils recherchent des experts. Comme on le dit, personne nul n'est prête ce soir, hein, c'est ça? Toi, oui. Voilà, donc c'est ça. Donc nous, on est comme vous, on est souvent ignorés ici, mais souvent quand on sort, on est franchement, les gens nous trouvent, ils sont étonnés que nous venions de la Guinée. Donc en quelque sorte, nous vendons aussi l'image de la Guinée. Quand on retrouve des gens comme nous, on dit mais attends, sérieusement, est-ce que tu vis en Guinée? Donc ils ne croient pas. Et donc quand j'ai eu à conduire cette mission-là, il fallait le faire avec le gouvernement de Sao Tomé, principalement le ministre de la Justice. Ils ont un ministère fort, le ministère de la Justice et de la Défense nationale. Donc c'était avec le ministère de la Justice. Et j'ai commencé, je leur ai dit, pour faire cette stratégie, il faut d'abord que je voie quelle est l'ampleur du phénomène. Donc j'ai commencé par faire une étude sur la corruption, qui a donc montré les secteurs qui étaient les plus touchés, et quelles étaient les pratiques, quelles en étaient les causes, etc., etc. Comment ça se manifestait. Et à partir de là, j'ai bâti une stratégie pour pouvoir donc inverser les tendances. Et ensuite, il y a eu un plan d'action. Un plan d'action sur 5 ans. Je crois qu'ils sont en train d'implémenter avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement. Donc cette expertise peut servir à la Guinée. À un moment donné, on avait commencé, puisqu'on avait fait l'enquête nationale sur la corruption et la gouvernance en Guinée ici. Et bon, vous vous souvenez du moment où il y avait certains tiraillements au temps de Conté. On avait montré, je le répète encore, qu'il y avait des fonctionnaires qui avaient de nombreuses villas et tout. Donc, il y a eu des recommandations qui ont été faites quand même. Et quand vous prenez certaines régies financières de l'État, puisque dans les enquêtes que nous menons, même récemment, on a constaté par exemple que, juste pour citer, que les impôts, le service des impôts était cité parmi les services perçus par la population comme étant les plus corrompus. Mais ça peut s'expliquer. Quand vous avez un fonctionnaire de l'administration publique qui fait rentrer des recettes jusqu'à 500 millions par semaine ou par jour, et qu'à la fin du mois, on n'a pas 5 millions. Vous voyez? Donc il faut quand même, quand on lutte, on ne lutte pas seulement pour sauver l'argent, mais il faut aussi faire en sorte que le cadre puisse être dans une situation, dans des conditions de vie qui puissent le rendre un peu plus intègre. Vous ne pouvez pas manipuler des fortunes quand vous-même, le matin pour venir au bureau,
vous êtes obligé de cravacher dur, vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas de carburant. Donc il y a quand même des conditions dans les pays qui sont avancés. Quand vous êtes à ces niveaux-là, on vous met un peu à l'abri du besoin pour permettre donc aux ressources de l'État de rester. Pourquoi cela? Je m'excuse de prendre du temps. Non, allez-y. Voilà, quand vous prenez par exemple les impôts, l'assiette fiscale, quand une société doit normalement payer en termes d'impôts, je dis un chiffre, 5 milliards par an. Et puisque vous n'avez pas entretenu celui qui vient évaluer cela, quel est le montant qu'il doit payer? Il va peut-être demander à l'autre de payer 500 millions et de lui donner 500 millions. Qui perd? C'est l'État. Donc, cette marge qui est perdue là, on peut faire en sorte que le fonctionnaire soit un peu mieux traité pour qu'il puisse effectivement faire son travail correctement. Bon, et aussi, ces fonctionnaires doivent être contrôlés. Ces fonctionnaires doivent être contrôlés. Je me souviens, le président, à un moment donné, disait, bon, la déclaration des biens, ça c'est un moyen de lutte contre la corruption. Quand vous devez occuper une position, vous devez être ministre, pas seulement ministre, mais il y a des fonctions dans l'administration publique, quand vous devez les occuper, vous devez déclarer vos biens. Quand vous devez quitter, vous devez aussi déclarer vos biens. Mais est-ce que ça se fait? Ça c'est un moyen de lutter contre la corruption. Oui, il y a un autre, sur la même question, à ce niveau-là, il y a un aspect important, puisque chaque fois, à chaque trimestre, il y a cette évaluation de l'action gouvernementale qui est faite par la primature. Tout à fait. Mais le citoyen lambda ignore complètement les résultats de cette évaluation. Et puis, il n'y a pas cet aspect de redevabilité entre les membres du gouvernement et la population pour lesquels ces cadres travaillent. Je vais vous aider là. Oui. J'ai eu à travailler justement, beaucoup d'humilité, j'ai eu à travailler sur cette question avec la primature. Donc, j'ai été appelé là aussi comme expert. On a mis en place un système de suivi-évaluation des départements ministériels. Ça, c'est du temps de l'ancien Premier ministre, Yula. Je crois l'autre aussi a continué. Okay. Mais du temps de Yula, on a mis en place un système de suivi-évaluation des départements ministériels. Et la question initiale, c'était de permettre à chaque ministère, évidemment sous la houlette du conseiller à l'époque du Premier ministre, qui est maintenant, je crois, ministre à la présidence. Et donc, il était question d'essayer chaque département ministériel à définir ses priorités et à les moduler dans le temps, de manière à ce qu'il y ait une évaluation trimestrielle des actions qui sont posées. Ça, c'est à part. Mais en fait, ce n'est pas eux de rendre compte aux citoyens. On a un Parlement. Le problème aussi du contrôle de la lutte contre la corruption, c'est l'Assemblée. L'Assemblée nationale doit jouer sa partition. Parce que tous les citoyens ne peuvent pas suivre les ministres. Oui. Mais l'Assemblée est là pour ça. Et l'un des rôles clés de l'Assemblée, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que l'Assemblée nationale joue ce rôle? Contrôler l'action gouvernementale. L'Assemblée est tellement forte, puisque c'est des élus, qui doivent pouvoir convoquer n'importe quel ministre à n'importe quel moment et l'écouter. Il y a des enquêtes parlementaires qu'on doit normalement pouvoir initier et conduire. Donc voilà un autre organe aussi de lutte contre la corruption. Et c'est à ces gens-là, normalement, enfin, à ces gens, à nos députés-là, en principe, de pouvoir s'auto-saisir de la question quand ils ont des questions comme ça et d'appeler. C'est des cas qui font beaucoup de bruit. Avant que ça fasse du bruit, c'est au Parlement de s'auto-saisir, d'appeler ce ministre ou cette personne pour venir s'expliquer devant le Parlement. Il y a une commission qui s'occupe de ça. Donc, mais vous qui évoluez dans cette sphère, vous savez comment ces différentes commissions au niveau de l'Assemblée travaillent avec les départements ministériels? Malheureusement. Je pense que... Voilà, gouverner autrement, c'est le message le 9 décembre dernier, je reviens puisque encore. La question n'est pas répondue. Hein. La question que j'ai posée. Laquelle? Comment le président Alpha Condé va réussir cette mission? Bon, pour répondre de gouverner autrement avec tous ces anciens cadres. Je pense qu'on a un problème en Guinée. Ça date pas du président Condé. Il y a ce qu'on appelle en anglais state capture. Ce state capture, c'est la prise en otage de l'appareil de l'État. D'accord? L'appareil de l'État est pris en otage depuis... Excusez-moi, le PDG. C'est le PDG qui était là. Il s'est mis en PUP. Après, les gens du PDG, beaucoup se sont retrouvés dans le PUP. Le PUP est passé, le RPG est là. Beaucoup de gens du PUP sont du RPG. RPG. Oui. Donc, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Oui, puisque à ce niveau, l'engagement politique... Je termine. Oui, allez-y. Puisque c'est vous qui le dites, il va être très difficile,
Je ne dis pas que tous ceux qui sont anciens sont mauvais. Mais quand même, quand on doit faire appel à un ancien, il faut bien qu'on voie son parcours. Qu'est-ce qu'il avait posé comme acte? Qu'est-ce qu'il a pu faire? D'accord? Et il faut insérer, il faut injecter du sang neuf. Il faut faire venir des cadres. Il y a des cadres compétents, il y a des jeunes compétents, il y a des gens compétents. Il faut les faire venir aussi et voir ce qu'ils peuvent poser comme acte différemment. Mais vous ne pouvez pas tirer le ballon, chuter le ballon de la même manière. Vous ratez toujours et vous voulez avoir un but. Mais si l'engagement politique domine l'intégrité ou la compétence des cadres, puisque vous avez vu avec... Il y a un instrument, un instrument que, au niveau, vous avez cité tout à l'heure les impôts, mais il y a un instrument qui a été mis en place tout dernièrement au niveau des impôts, c'est e-tax. Par exemple, il n'y a aucune transaction qui s'est faite de merde. Aujourd'hui, ça a porté beaucoup de fruits. Ça a beaucoup réduit, mais le problème, c'est encore au niveau de l'évaluation de l'assiette. L'évaluation de l'assiette fiscale. C'est clair. Et est-ce que les impôts ont aussi les moyens, suffisamment de moyens, pour pouvoir faire leur travail? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Bon, enfin, c'est mon avis. Peut-être beaucoup d'entreprises qui échappent. Vous voyez aujourd'hui, je ne suis pas rentré, mais on a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont installées. Oui. Mais nous avons, à un moment donné, on a eu avec la Banque mondiale à faire un recensement des entreprises du secteur formel et des entreprises du secteur informel. Mais le secteur informel, là, il n'y a pas que les Guinéens dedans. Ouais. Vous avez beaucoup d'étrangers, je ne vais pas les nommer, qui sont là, qui ont des entreprises, qui sont fermées, vous n'avez pas accès à ces entreprises. Et chacune de ces entreprises-là a un parrain, à un niveau. Et ces entreprises ne payent rien. Mais elles sont là, elles produisent. Et elles font la concurrence aux Guinéens. Il suffit simplement qu'ils enrichissent certaines personnes. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être du travail à faire à la volonté politique. Rien ne peut se faire sans la volonté politique. Puisque si on est en train de parler aujourd'hui, c'est parce que le président lui-même a donné le ton. S'il n'avait pas donné le ton, on ne serait pas là. On se serait tué. Donc, ça commence par la volonté politique. Mais j'ai un penseur qui a dit que le but ultime de la vie, ce n'est pas le savoir, c'est l'action. C'est l'action. Je vais faire. Tant que tu n'as pas fait, tu n'as rien fait. Tu es en train de nous parler. Donc, je pense que nous pouvons gagner si nous passons justement de nos voeux là, de notre désir, si nous tous, nous pouvions aider le président, y compris ceux qui sont autour de lui, à effectivement lutter contre la corruption. Parce que la Guinée, ce n'est pas un pays pauvre. La Guinée, ce n'est pas un pays pauvre. Si nos ressources sont bien gérées, si nos recettes sont bien gérées, la Guinée... Je me souviens, quand j'étais encore à cette assemblée, il y a des ministères qui passaient chez moi, j'étais président de commission. Il y a certains ministères, je disais, moi, normalement, on ne doit rien vous donner, vous. L'État ne doit pas vous subventionner. Peut-être, même les fonctionnaires qui sont à votre disposition, vous devez pouvoir les payer. Il y a des ministères ici qui ont des recettes. Mais où vont ces recettes? Je ne vais pas les citer. Ces recettes-là vont où? Et l'État continue non seulement à payer les fonctionnaires, à trouver de l'argent pour investir, pour les investissements, pour le fonctionnement, pour le carburant, alors qu'eux-mêmes, ils ont des recettes. Ces recettes vont où? J'ai des départements, des ministres comme ça qu'on a coincés, mais qu'est-ce que vous faites de cet argent? Et vous voyez aussi la nomenclature du budget à un moment donné. Et c'est peut-être grâce aussi à l'arrivée du président. On a vu, il y avait certains ministères où vous avez presque 20 à 30% du budget qui était alloué au niveau du cabinet. Pourquoi? Le cabinet seul, 20% du budget du département. Et les autres, et les investissements et autres. Donc il y a cela. Mais aussi les budgets, ils sont votés, mais le décaissement pose problème. C'est-à-dire que la mobilisation des recettes, des ressources est faible. Donc je pense qu'il faut, et naturellement pour répondre à ta question, garder les anciens qui sont reconnus compétents et de probité morale connue, mais aussi ajouter d'autres personnes qui peut-être peuvent l'aider à lutter contre la corruption, naturellement. Et il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et qui marche. C'est ce qu'on peut dire. Oui. Puisque vous parlez de prise d'otage de l'administration ou de l'État par la politique, la question qu'on se pose aujourd'hui, comment mettre fin à cette prise d'otage? On a suivi tout récemment les campagnes présidentielles. Beaucoup ont mouillé le maillot pour le parti. Est-ce qu'il faut les récompenser? Et s'ils sont impliqués dans des affaires douteuses, ils viennent me voir. Comment ça doit se faire? Puisque le fondamental, c'est à ce niveau, Dr Barry. Oui. Non, je pense qu'il y a plusieurs manières de récompenser les gens.
Il faut pouvoir, je ne pense pas que le professeur Alpha Condé, qui est démocrate, va œuvrer dans le sens d'avoir un parti État. Non. Je sais que ce qu'on est en train d'écrire, c'est comme si on allait vers un parti État. Non, je pense qu'il faut détacher les deux. C'est-à-dire que le parti est un parti, c'est un instrument de conquête du pouvoir. Mais une fois que vous avez le pouvoir, il faut que ceux qui connaissent bien sûr cette question de gouvernance soient là pour aider ceux qui vous ont aidé à lutter là, à avoir des résultats. Pourquoi? Ce qui est important, c'est que tout Guinéen, chacun de nous doit comprendre que ce qui est important pour la Guinée, ce n'est pas ce que je mets dans ma poche. Oui. Mais c'est ce qui est fait pour la Guinée. Oui. Je me souviens de quelqu'un qui était venu chez moi, qui discutait de politique, parce que je suis Barry, il a commencé à poser des questions. J'ai dit, mais nous tous, on a intérêt à ce que la Guinée aille de l'avant. Tu sais pourquoi? Il dit non. J'ai dit, tu as quitté chez toi pour venir chez moi, n'est-ce pas? Il dit oui. J'ai dit, quand tu as quitté la maison là, ta maison là, pour venir chez moi, l'embouteillage qui était là a trié pour dire, bon, les Malinqués vous passez, les Peuls vous attendez. Non. L'embouteillage s'en fout de ça. Oh, oui. Quand il y a l'insécurité, est-ce qu'on trie? On ne trie pas. C'est un mal commun. C'est un mal commun. Quand on a des problèmes de santé avec Covid-19, ça prend qui? Tout le monde. Tout le monde. Quand il y a la misère, quand le prix du riz monte, qui souffre? Tout le monde. Tout le monde. Oui. Et tu l'as dit, quand on détruit un édifice, on détruit les routes, on casse ceci, cela, qui perd? C'est tout le monde. Oui, tout donc le monde. On a intérêt à nous entendre. On a intérêt à comprendre que l'intérêt de la nation doit être au-dessus de l'intérêt personnel. Oui. Et c'est ça la corruption aussi, la lutte contre la corruption. Tant que je ne fais pas en sorte que, même si je dois penser à moi-même, mais je pense d'abord à est-ce que ce que je suis en train de poser comme acte, est-ce que c'est bien pour mon pays? Voilà. Si ce n'est pas le cas, ben je dois arrêter. Même si moi ça m'arrange. Vous voyez aujourd'hui, l'État il ne peut pas tout faire. Ben, nous les citoyens même, nous faisons quoi? Moi je suis parfois énervé. Quand vous sortez, vous voyez une route, vous la suivez à un moment donné, vous trouvez quelqu'un qui a mis sa coupe. Comme ça. Il ferme la route. Et si on revient sur le dernier classement de Transparency International, on a perdu 3 points, je crois. Hein. Oui. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? Quels sont les domaines qu'on a négligés ou dans, je ne sais pas, quel est le facteur qu'on a négligé et qu'on est parvenu à perdre 3 points? Bon, vous savez que nous avons réussi, je disais jusqu'en 2015, on avait très bonnes notes. En 2017 encore, on a été bien apprécié parce qu'on a pu mettre en place la loi anticorruption. Mais ça s'arrêtait au niveau du document. Il faut aller maintenant aux actes. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des discours. Mais il n'y a pas de sanctions. Et tout ce que vous entendez là, parce que l'IPC, l'indice de perception de la corruption, c'est un classement qui est fait par des experts. Certains sont résidents, d'autres ne sont pas résidents. Donc tout ce qu'on entend comme bruit sur la corruption, et qu'il n'y a pas d'investigation après, les experts ils tiennent compte de ça. Quand on apprend qu'il y a eu des détournements à tel endroit, quand on apprend que telle chose a été exportée et puis réimportée, bon, je ne vais pas citer cette chose, mais quand vous apprenez ces choses-là, ça c'est des informations qui sont partagées. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Rien n'est caché. Même ce que nous sommes en train de dire ici, tout ce que je dis ici, le monde entier le sait déjà. Oui. Donc, tout ce qui se passe ici, tout le monde le sait. Et c'est très facile de noter la volonté réelle. Est-ce qu'il y a une volonté réelle de mener des investigations? Et cette volonté réelle ne se mesure pas par rapport à l'autre, mais c'est par rapport à celui qui est plus proche de toi. Est-ce que celui qui est plus proche de toi, qui est soupçonné d'avoir commis un crime, c'est un soupçon, est-ce que tu es prêt à mener les investigations contre lui? Ou bien tu es prompt seulement à aller de l'autre côté? Donc il faut que des actes puissent continuer à être posés. Mais je pense que le grand problème d'abord, dans la lutte contre la corruption, je suis très content que le président ait pris cet engagement-là, c'est qu'il faut d'abord nettoyer. Nettoyer, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions. Franchement, il y a beaucoup d'institutions qui font la même chose et qui malheureusement ne se parlent pas. Oui, il faut une synergie d'action. Il faut une dynamique. Voilà, il faut une dynamique qui puisse les mettre ensemble. Sinon, ces institutions vont continuer à développer la dynamique des contraires. Et dans cette lutte-là, il y a un acteur ou des acteurs qui ont des rôles très déterminants. Ce sont ces lanceurs d'alerte. Tout à fait. Vous en avez parlé. Et c'est comme des crieurs publics au village. Oui. Vous parlez de leur protection. Et quand on prend l'actualité, en ce moment, il y a certains de nos collègues qui sont inquiétés. Ils ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés. Donc, qui doit protéger ces lanceurs d'alerte? L'État. L'État comment? L'État, c'est l'État. C'est-à-dire quelqu'un, oui, ailleurs, ça se fait. Ailleurs, partout, ça se fait.
Comment ça se Dans fait? tous les pays du monde. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes lanceur d'alerte, vous avez lancé une alerte, vous êtes normalement un juge, un procureur déjà se saisit de la question et le porte au niveau d'un juge, et vous êtes tout de suite, il y a des gens qui vous protègent, c'est-à-dire que vous êtes surveillé, vous ne pouvez pas être inquiété. Jusqu'à ce que voilà, la vérité soit faite, établie. Voilà. Si c'est un cas réel, la personne est sanctionnée. Si ce n'est pas un cas réel, de toutes les façons, ça ne vous conduit à rien. Mais il faut que des investigations aussi soient faites. Parce qu'il y a des lanceurs d'alerte colorés. Parce qu'il faut lancer une alerte que ce soit juste. Mais si vous lancez des alertes parce que vous voulez régler des comptes, ça c'est autre chose. Mais dans tous les cas, a priori, le lanceur d'alerte doit être protégé. Et celui qui est accusé, il y a la présomption d'innocence. On ne peut pas tout de suite dire, bon, ce que l'autre a dit, c'est que c'est vrai, tout de suite. Et malheureusement, aujourd'hui, je crois que c'est aussi une des études qu'on a faites, c'est l'impact des réseaux sociaux. Aujourd'hui, dès que vous dites qu'il y a tel, les gens prennent pour argent comptant et ils mettent sur les réseaux sociaux. Et avant qu'on ne comprenne, la personne qui est déjà en cause, là, elle est déjà complètement salie. Donc, il y a des textes de loi qui parlent de cela. Il y a des textes de loi, mais il y a un texte de loi, normalement, la loi d'accès à l'information aussi. Ah, ça, vous savez. Qui vient d'être votée à l'Assemblée. Voilà, la loi d'accès à l'information publique, ça c'est une loi très importante pour vous, c'est très important pour moi, c'est très important pour tout le monde, pour pouvoir aller questionner. Parce que hier, si vous ne pouvez pas questionner un fonctionnaire de l'État sur la corruption, aujourd'hui vous pouvez le faire. Vous pouvez, à cause de cette loi. Donc c'est une loi qui est très 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 importante. Heureusement qu'elle a été votée. Merci. Heureusement qu'elle a été votée. Et cette fois, nous allons gouverner autrement. Tout à fait. C'est le mot d'ordre. Nous continuons donc et nous allons laisser à la Kora Manding encore de revenir parce que cette Kora a sorti des tripes de Ousmane Toumani, des paroles, des sagesses tout à l'heure. Oui, avec le bolon. Le bolon. Voilà. Le bolon, nous ça c'est... tout de suite avec nos amis de la Kora Manding. Kalissa Mohamed, Alia Bolon, sur ce plateau de Zénith sur Coloma d'aujourd'hui. Merci de nous donner des envolées très très importantes. Toumani, tu n'étais pas encore né quand cette musique était à sa première dénotation. Bien manquant. Voilà. Qui est devenu finalement l'hymne national. L'hymne national. Et qui a été chanté pour la première fois quand il y a eu la rencontre des chefs traditionnels à Conakry. Voilà. Alpha est venu, il y a un chanteur, je crois, Kouranko, avec la générosité de Alpha Yaya. Ainsi, il lui a offert beaucoup d'argent et beaucoup d'habits. Et finalement, cette chanson a été dédiée. C'est comme Mangiou qui est devenu aussi célèbre grâce au geste du camarade. Ahmed Sékou Touré. Et cet instrument qu'il joue là, c'est un instrument aussi symbole dans le manding. Avec ces 3 cordes, je parle sur son contrôle. Avant cet instrument, si la kora par exemple se fabriquait en ville, cet instrument-là se fabriquait en brousse.
Ambrose, pourquoi? Ambrose, à cause de son caractère sacré, puisqu'on ne joue pas le ballon pour tout le monde. Ah, donc, ben, monsieur le docteur, docteur, quand même, ce matin, On est très honorés. on est très honorés. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous revenons donc sur le plateau. Docteur Aliou Barry, il est sur ce plateau pour nous parler donc de son expérience, de son expertise, surtout sur la gouvernance, mais sur comment lutter contre la corruption. Docteur, comment lutter contre la corruption? Mais c'est à la fois compliqué, mais aussi facile. Je pense que pour lutter efficacement contre la corruption, il faut des actions de longue haleine. Ok. D'abord, il faut la volonté politique, on en a parlé, mais il faut également des actions de longue haleine. C'est-à-dire qu'il y a la prévention, il y a la sanction, il y a la coopération internationale, il y a le recouvrement des avoirs. Ok. En termes de prévention, il faut naturellement commencer par former nos enfants déjà dans les écoles sur les questions d'éthique, d'accord, de morale. Encore une fois, beaucoup d'humilité. J'étais co-modérateur du Forum mondial sur l'éthique. C'était né à Genève. Et donc, les questions d'éthique se discutent là, même à partir de l'école. Oui. Donc, il faut déjà commencer par former les élèves à l'école sur la morale, sur l'éthique. Parce que la corruption, c'est rien d'autre que la morale. D'accord? Donc, aussi, il faut mettre en place des mesures qui puissent empêcher de prendre. Vous avez commencé à citer les ITAF là, donc, et d'autres mesures qu'il n'y ait pas beaucoup de transactions financières. Même Les e-tax, comme les instruments comme e-tax au niveau de la douane. Aujourd'hui, encore, ça existe. Partout, si on peut arriver à cela, comme on a par exemple réussi avec la bancarisation des salaires, parce qu'à des moments donnés, les salaires étaient bouffés par des gens. On entendait simplement que voilà, un payeur est parti avec de l'argent. Donc il faut continuer, ça c'est des mesures préventives. Il faut de plus en plus qu'il y ait des écritures, pas l'argent. Que je ne vous remette pas l'argent cash, que ce soit des écritures et qu'il y ait des principes avec ces écritures. Ça, c'est un moyen de prévention. Vous allez aujourd'hui dans nos banques, c'est étonnant, c'est en Guinée-Seul, vous voyez quelqu'un qui sort avec des sacs d'argent sur sa tête. Ailleurs, ça ne se fait pas. Vous faites un chèque, vous faites un virement. Donc, ces pratiques-là doivent continuer dans le cadre de la prévention. Donc, il faut informer les gens, il faut éduquer à niveau de la jeunesse en bas, et il faut faire en sorte que la plupart des paiements, des transactions se fassent de manière sur papier, donc par écrit. Mais également au niveau de la passation des marchés, parce que c'est là où on a beaucoup de problèmes. Il faut, heureusement, ça c'est un autre aspect positif du président qu'il faut citer, il y a eu des réformes importantes au niveau de la passation des marchés. J'ai moi-même eu à travailler avec eux. Il y a eu des réformes importantes au niveau de la passation des marchés. Il y a eu la séparation justement de la direction, de l'autorité de régulation. Donc ça doit pouvoir continuer. Les textes sont là. Maintenant, il faut aller à l'application. Et dans la passation, partout, normalement, il faut des appels d'offres dûment établis. Il faut qu'il y ait des compétiteurs. Il faut évaluer les offres. Et il faut en fait que ce soit une évaluation publique, donc ouverte, transparente, et que le meilleur puisse gagner le marché. Pas seulement quelqu'un qui gagne parce qu'il a une accointance politique quelque part. Donc, toutes ces mesures préventives-là doivent être là. Donc, et parmi les mesures préventives aussi, c'est la loi anticorruption qui a été votée. Mais je pense qu'on doit pouvoir continuer, si je peux conseiller, sans vouloir dire que c'est moi qui vais le faire. Mais je pense quand même qu'il faut aller comme à Sao Tomé, c'est-à-dire qu'il faut aller vers une stratégie de lutte contre la corruption et un plan d'action. Un plan d'action, puisque le président est là pour 6 ans. Un plan d'action sur 5 ans, de ce qui doit être fait. Tout ce qu'on est en train de décrire là, ça peut être mis dans un plan d'action et un plan d'action budgétisé. Donc c'est ce que j'ai fait à Sao Tomé, ça peut être fait là. Donc, après la prévention, naturellement, il faut la sanction. La sanction, c'est pour donner des exemples. Quand il y a des cas de soupçon de corruption, il faut aller vers... il faut mener des investigations, il faut donc former les magistrats, les juges, pour qu'ils puissent effectivement engager des poursuites contre les fonctionnaires véreux, mais également qu'ils soient compétents à conduire des jugements justement contre ces personnes-là qui sont soupçonnées d'avoir
pris par exemple de l'argent de l'État. Donc il y a la sanction. Mais aujourd'hui, il y a la coopération internationale, parce que vous savez, il y a les paradis fiscaux. J'y vais vite. Ouais. Il y a les paradis fiscaux, il y a beaucoup d'argent sort. Vous apprenez que tel est, etc. Donc la coopération internationale peut aider à régler cela. Mais il y a le recouvrement des avoirs. La Guinée aujourd'hui, on a quoi à l'extérieur? On a des montants. Je m'excuse rapidement. Oui, quand oui, vous prenez... parce qu'on me fait des grands signes que Allez. nous sommes arrivés au terme. Mais Bon, allez-y, quand on allez-y. parle de l'aide publique au développement aujourd'hui, Oui. l'aide publique au développement, par rapport à ce que nous sortons avec la corruption, nous sortons plus d'argent qu'on ne nous envoie. Je ne parle pas de la Guinée, je parle de l'Afrique d'une manière générale. On sort 2 fois ce qu'on reçoit. Et cet argent-là est posé quelque part là-bas. Et, vous voyez, et où les gens vont s'acheter des, comme on le dit, des appartements, des villas, mais vous devez payer des taxes. À un moment donné, si vous ne payez pas, ça revient à l'État. Donc il y a toutes ces mesures qu'il faut mettre en place. Merci beaucoup. Merci à Dr Aliou Barry d'être venu sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation ce matin pour parler donc de ce thème très important en ce moment. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté la Cora Mandingue. Merci à nos téléspectateurs. Voilà, merci à nos nombreux téléspectateurs qui ont interagi sur notre page Facebook. Je vous retrouve demain avec un autre thème et un autre groupe qui nous vient de Farana. Bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse.